Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Pour ce 3e épisode, je vous emmène à la ferme du Recueil, située à côté de Lille. J'ai passé une semaine ici avec Basile et Octave, deux jeunes maraîchers au profil plutôt atypique dans le paysage agricole. Pour vous donner un indice, Basile était un camarade de promo à l'EM Lyon Business School. Aujourd'hui, Basile et Octave nous racontent comment on passe des bancs d'une école de commerce aux mains dans la terre pour devenir néo-paysans. Et ils nous dévoilent l'ambitieux projet de la ferme du Recueil qui a vocation à devenir un véritable laboratoire de la transition agroécologique. Qu'est-ce que le maraîchage sur sol vivant ? En quoi consiste l'agroforesterie ? Quel rôle jouent les fermes urbaines dans la transition vers une agriculture nourricière et durable ? Autant de questions auxquelles répondent Basile et Octave dans ce nouvel épisode. Alors, bonne écoute ! Salut Sarah, collaboratrice de l'EM Lyon Business School. On est à la ferme du Recueil à Villeneuve-d'Ascq. C'est un espace qui fait une 12aine d'hectares, qui est le terrain d'une fondation, la Fondation Fontaine. Et avec Octave, on a sollicité cette fondation pour mettre en place sur ces terrains un collectif autour de l'agroécologie, donc que ce soit du maraîchage et plein d'autres activités. On a débuté le projet en septembre 2019. Il y a eu toute une phase de montage du dossier et c'est à partir de mars 2020 qu'on a commencé à mettre en culture les terrains. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire une brève de campagne ? Donc qu'est-ce qui s'est passé récemment à la ferme du Recueil ? Si on devait donner une petite news, on a les serres qui sont en train de se construire jour après jour sous nos yeux, avec une équipe de Moldaves justement qui sont là en train de construire les serres. Donc ça c'est assez chouette. On a commencé à faire tout un atelier de champignons. Et puis aussi on a débité 2 marronniers qui risquaient de s'effondrer sur la ferme. Donc voilà, c'est plutôt des tâches on va dire hivernales, un truc qu'on fait quand on a un peu de temps et pas qu'on fait en plein cœur de la saison. Tu peux nous dire ce que tu fais, Simon ? Je perce des bûches de bois pour les inséminer avec des champignons. On va mettre des pleurotes, qui sont des champignons parmi les plus simples à faire pousser. Ça peut aussi très bien pour faire un test. Et on va mettre des shiitake aussi. Vous vous êtes lancé récemment. Qu'est-ce que vous avez fait avant et d'où vous venez ? Qui êtes-vous ? J'ai fait l'EM Lyon. Avant ça, j'avais fait une licence de gestion. Donc, je suis originaire de Lille. Et à la sortie de l'EM, je suis parti en Afrique, au Sénégal, pour un stage en e-commerce. Mais les problématiques autour de la transition agricole, elles m'avaient toujours bien intéressé et interloqué. Et du coup, j'ai fait mon PFE, donc mon PFE, mon mémoire, justement sur les réseaux de micro-fermes en agroécologie. Et en fait, après, l'occasion s'est présentée de monter ce projet. Et du coup, je me suis orienté vers ça. Super, merci. Et toi, Octave ? Alors j'ai fait un parcours académique plutôt à la carte. Donc, j'ai commencé avec des formations plutôt commerciales, avec un DUT TTC, plutôt marketing, et une licence entrepreneuriat. Et ensuite j'ai voulu basculer vers l'agro et donc je me suis orienté vers des associations pour me former, comme Ferme d'Avenir. C'est une asso qui développe pas mal l'agroécologie en France via des projets de réseau de fermes. Et ça a pas mal résonné en moi et du coup je suis parti vers une formation dans les fermes, donc au travers du woofing, dans des pays différents, Amérique du Sud, Angleterre. Et puis j'ai finalement travaillé avec les Jardins de la Fontaine. C'est l'association qui était en lien avec la fondation. Et c'est comme ça qu'on a un peu mis le pied dans la porte avec Basile. Et voilà, et donc sinon pour terminer, j'ai fait un master d'agroforesterie au Pays de Galles. Parce que c'était le seul endroit qui me permettait d'avoir un master en agro après un parcours plutôt commerce. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire exactement l'agroforesterie ? En quoi ça consiste ? L'agroforesterie, c'est l'interaction des arbres avec l'agriculture. Et donc c'est comment en fait créer un écosystème avec les arbres et qui peuvent rendre des services à l'agriculture. Donc concrètement, quand on entoure sa parcelle d'arbres, ça permet de briser le vent, donc de créer des microclimats pour les plantes ou les animaux, pour l'élevage. Ça peut être aussi des réservoirs de biodiversité.
Donc les oiseaux peuvent aller nicher et puis ça peut favoriser la lutte biologique. Donc voilà, on peut y mettre des espaces pour les oiseaux insectivores, etc. Et on peut aussi avoir une production. Donc en fonction de l'agriculture qu'on veut faire, on va mettre telle ou telle essence d'arbre et qui va permettre après d'avoir des copeaux de bois, ça peut être des fruitiers, ça peut être des fruitières. Et puis les arbres, en fait, c'est hyper important au niveau racinaire. Ça vient structurer le sol, ça vient le maintenir, ça empêche l'érosion. Super. Et vous, ce que vous pratiquez aussi ici, c'est le maraîchage en sol vivant. C'est une technique qui est assez récente. Le maraîchage sur sol vivant, donc l'acronyme qui est utilisé entre ceux qui connaissent, c'est le MSV. En fait, c'est rien de plus que l'application concrète de la vision de la permaculture à l'agriculture, quoi. Et quand on dit maraîchage sur sol vivant, en fait, l'idée c'est d'en arriver à travailler pas ou peu, enfin le moins possible son sol en tout cas, et de par contre stimuler la vie du sol au maximum. L'idée étant de ne pas le retourner du coup, donc il n'y a pas du tout cette vision du labour, mais plutôt de l'amender, donc de venir mettre de la matière organique pour l'enrichir. Donc ça c'est aussi, c'est du coup une agriculture de la connaissance, parce que du coup ça implique de bien connaître le fonctionnement de son sol, ses besoins pour agir en fonction. Et l'idée étant ensuite, ceux qui nous inspirent beaucoup, du coup c'est des gens qui vont être plutôt des gens qui vont apporter énormément de matière à leur sol, le pailler, le couvrir, et en fait les meilleurs en arrivent à un stade où il n'y a même plus besoin de travailler le sol, même superficiellement en fait. La vie est tellement dense que les choses se font toutes seules, quoi. Et enfin se font toutes seules. Se font du moins, on laisse le sol faire son boulot, quoi. Et ça c'est quelque chose vers lequel on a envie de tendre sur la ferme. Ça se fait par étapes, peu à peu on s'améliore et on complexifie notre schéma agricole, mais du coup c'est l'objectif. C'est ça, en fait, je dirais que c'est en fonction de nos cultures, on va utiliser plutôt tel ou tel système de culture, toujours dans l'agriculture biologique et naturelle. Mais par exemple, on va faire un mélange de pratiques. Donc on va faire du MSV pour les légumes qui restent longtemps en terre, etc. Et pour les rotations rapides, là on va utiliser des semoirs roulants qui permettent de densifier les cultures, donc, ce qui permet de limiter le désherbage, mais garder aussi l'humidité via une canopée de feuillage. Et donc pour ça, il faut travailler le sol en surface. Et donc nous, on fait nos petits calculs pour se dire, ok, si on travaille les 5 premiers centimètres du sol, il faut qu'on mette du compost, puis à la fois pour faciliter le semoir, mais aussi pour compenser la légère perte de matière organique faite par le travail du sol. Et donc l'idée, c'est de calculer ce qui rentre dans le système sol et ce qui en sort. Et on travaille avec des engrais verts, par exemple, en fin de saison pour restructurer le sol, et puis au printemps, coucher l'engrais vert et ça va venir le nourrir encore une fois. Un engrais vert, c'est une plante qu'on fait pousser, pas pour la consommer, mais pour nourrir le sol. Donc typiquement du seigle fourragé, de la vesse, du pois fourragé. Ça va monter à 1m50. Et en fin de saison, on va le coucher. Et ce qui est super, c'est qu'on peut transplanter dedans par la suite. Donc ça vient couvrir le sol, garder l'humidité et créer une occultation de la lumière, ce qui limite la poussée des adventices. Puis les racines aussi, en se désagrégeant, elles vont nourrir le sol. Et elles l'auront aéré aussi en se développant. Donc c'est tout bénef. Et pourquoi en fait on a cette grosse remise en question du labour aujourd'hui ? Je pense que ça vient du fait qu'on se rend compte que le système Terre il atteint ses limites, que le sol, la couche d'humus elle n'est pas éternelle, et qu'il faut aussi stocker du carbone, etc. Aujourd'hui, notre génération, elle a envie d'habiter la Terre de manière durable. Et en fait, en labourant le sol, ça crée trop de problèmes de nutriments qui sont lessivés par les grosses pluies, l'oxydation du sol qui se fait beaucoup plus rapide. Et du coup, comme le sol est plus pauvre, il faut venir le compenser avec une stratégie de fertilisants minéraux. Donc c'est tout le phosphate qu'on va chercher dans les mines du Maghreb et tout, quoi. Et on sait très bien que à la fin du siècle, il n'y en aura plus. Pour compléter, je dirais que tout l'enjeu de l'agriculture, il est aussi dans le captage du CO2. En fait, quand on parle d'engrais verts et de choses comme ça, c'est l'idée que même quand on cultive pas, notre sol, il y a quelque chose qui y pousse. Et en fait, une plante, une de ses premières utilités lorsqu'elle se développe, c'est qu'elle capte le CO2 dans l'air. Et quand on regarde à l'échelle planétaire, au printemps, quand tous les champs poussent globalement, le taux de CO2 dans l'air est très faible. Et en fait, arrivé l'hiver, quand les champs sont mis à nu et sont labourés,
Là, on voit que le CO2 est pas capté et en fait, il y a un taux de CO2 qui est hyper élevé à l'échelle de la planète. Donc en fait, tout cet enjeu de venir mettre des engrais verts plutôt que de labourer et que ce soit eux qui vont justement aérer notre sol plutôt que le labour dont c'est l'utilité, et ben en fait, on répond à deux problèmes. Plutôt que d'évaporer le CO2 qui est capté dans notre sol en le labourant, on va plutôt mettre quelque chose une plante qui va encore plus capter du CO2 dans l'air. Et ça, c'est un des enjeux planétaires qui est énorme. Et ça, vous constatez qu'il y a un gros mouvement quand même vers ce genre d'agriculture où le labour du sol il reste quand même très présent. En fait, nous, d'une certaine manière, on va visiter les fermes qui nous intéressent, donc on n'est pas beaucoup en lien avec des agriculteurs conventionnels. Et puis on reste dans le maraîchage, donc c'est difficile aussi de comprendre tous les systèmes agricoles et porter un jugement, c'est pas toujours la meilleure chose à faire sur de l'élevage, du céréal, enfin voilà, on n'a pas forcément les compétences. Mais en tout cas, dans le maraîchage, j'ai l'impression qu'il y a un gros virage qui est en train de se faire vers l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on a des techniques qui sont avérées, qui fonctionnent. Et il y a la demande du consommateur qui est de plus en plus présente. Après, j'ai l'impression que les deux tendances s'accélèrent. Donc à la fois, on va arriver dans une phase où beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite. Il y a une grande partie qui va partir à l'agrandissement, et donc des systèmes d'agriculture industrielle avec maintenant des technologies de pointe, etc. Et de l'autre côté, il y a une population grandissante qui s'intéresse à l'agriculture, qui se rend compte de tous les enjeux auxquels peut répondre l'agriculture en tant que projet de territoire, dans la régénération de la biodiversité, l'impact social, l'alimentation, la santé. Donc oui, je pense qu'il y a une grosse tendance vers l'agriculture bio. Mais après, quand on parle de MSV, quand on parle de toutes ces techniques qui sont plus corrélées au vivant, ça n'exclut pas du tout l'usage de technologies En fait, le tout, c'est de trouver la bonne composition, quoi. Et c'est sûr qu'à l'échelle de culture céréalière, de choses comme ça, il y a forcément de la technologie à mettre pour cultiver des grands espaces. Il y a du bénéfice à trouver justement dans la modernité, quoi. Vous disiez que le maraîchage en sol vivant, c'était l'application de la permaculture à l'agriculture. Du coup, c'est quoi en fait la permaculture ? Alors la permaculture, on aime bien dire que c'est un mot valise en fait parce que c'est plein de concepts qui se mettent derrière ce mot, mais en fin de compte c'est surtout l'idée de s'inspirer des systèmes du vivant pour les appliquer aux systèmes que nous hommes allons créer, quoi. Et donc en fin de compte il y a 12 principes qui régissent la permaculture. Si on peut en citer, c'est par exemple l'idée de favoriser les espaces bordures, donc se dire que en fait c'est entre la lisière d'une clairière et d'une prairie qu'il va y avoir le plus de biodiversité, ou d'une mare et de sa prairie. Donc par exemple on va favoriser tous ces espaces-là de biodiversité. C'est l'idée d'associer les éléments entre eux, que chaque élément en fait ait plusieurs fonctions. Je plante une carotte pas juste pour qu'elle produise le légume carotte, mais aussi pour qu'elle interagisse avec d'autres légumes sur lesquels elle va avoir des bienfaits, elle va protéger des ravageurs d'une certaine culture. En fait, c'est associer les choses entre elles et les penser en système, quoi. Et je rajouterais qu'en fait, à la base de la permaculture, c'est pas un ensemble vraiment de pratiques techniques, mais plutôt une philosophie et voire une éthique qui est de prendre soin des hommes, de la nature et partager le surplus. Et du coup, aujourd'hui, sur la ferme du Recueil, comment vous mettez en place ces grands principes de la permaculture, par exemple ? Tu vois, en fait, on raisonne par jardin de culture. Ces jardins, en fait, on y met chaque saison des types de légumes d'une même famille. Et donc, on fait des rotations entre eux. Et entre ces jardins, on a mis des haies fruitières, des haies d'arbustes qui vont avoir une fonction en fait mellifère, qui vont attirer les abeilles, les pollinisateurs en général. Et en fin de compte, faire ça c'est un peu l'agroforesterie dont on parlait. Ça va à la fois nourrir nos plantes via les systèmes racinaires, mais ça va aussi amener de la biodiversité, des pollinisateurs qui vont permettre de polliniser nos légumes fleurs, quoi. Et tout ça en fait c'est un peu des systèmes qu'on essaie de mettre en place. Le paillage, beaucoup, on essaye de pailler notre sol pour conserver l'humidité. Du coup on a moins besoin d'arroser et puis surtout c'est bien meilleur pour nos légumes. Et puis il y a cette idée de boucler les cycles. Donc là, quand on va avoir des poules, ça va être hyper intéressant de réutiliser leurs fientes pour les mettre sur nos terrains, ou tout simplement créer un poulailler mobile qui irait de parcelle en parcelle. Par exemple, là on a planté des grandes haies qui nous permettront tous les ans d'être taillées, de créer du BRF, et le BRF il va nous servir à pailler le sol, à le mettre dans les allées. On va peut-être préciser à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que du BRF. C'est le fameux bois raméal fragmenté. C'est en fait des rameaux qu'on a coupés entre novembre et mars et qui sont bien condensés, qui ont encore un peu d'azote et du carbone. Et du coup, c'est une matière organique hyper utile pour mettre dans le sol.
Et donc en permaculture, l'idée c'est de s'inspirer du fonctionnement d'un écosystème naturel. Et donc typiquement se dire que dans la forêt, le sol il n'est pas labouré et il y a toujours énormément de matière qui se met via les feuilles, etc. Nous on fait pareil. Puis après on va mettre du fumier, de la paille, c'est comme ça. Et ça, tu peux nous expliquer ce que c'est? On a ce qu'on appelle une couche chaude. Une couche chaude, c'est en fait l'idée de faire un amas de fumier qu'on va lisser. Ça va former une forme de lit sur lequel on met nos semis. Donc c'est un peu devenu notre pépinière. Et l'idée, c'est que le fumier, en se décomposant, il va chauffer. Au cœur, ça chauffe jusqu'à 60 degrés. Et ce lit chauffant, il permet en fait de combattre les températures hivernales pour prendre de l'avance sur la saison et commencer à cultiver et à faire germer ce qui normalement ne pourrait pas germer dans les températures actuelles. Donc on va dire que c'est une technique ultra low-tech que les anciens utilisaient et qui permet de prendre un peu d'avance sur la saison. Vous détonnez, non, un petit peu dans le réseau des agriculteurs du coin, ou comment ça se passe, puisque vous n'êtes pas de ce milieu à la base? Oui, c'est pour ça que finalement on s'installe près de la ville, je pense, parce que c'est compliqué de s'installer tout seul dans une campagne quand on n'a pas forcément de réseau, qu'on ne connaît personne. C'est assez dur de lancer une ferme à la base, donc c'est vrai qu'être près de la ville, ça aide. Et du coup, on est pas mal en lien avec des maraîchers de la métropole, et je trouve qu'ils sont dans la même dynamique que nous. Ils sont pas mal en bio, donc finalement il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole comme nous, qui s'installent en maraîchage, parce que le ticket d'entrée est moins élevé. Enfin, c'est plus facile de faire ça que de se lancer dans les céréales et de racheter une grosse ferme de 50 hectares. Quoi. Nous, on est sur 1 hectare et on fait ça depuis 1 an. Et donc, avec le réseau Ferme d'Avenir, ça s'est passé comment, votre formation? Et toi, Basile, comment tu t'es formé de ton côté? Justement, en fait, l'agriculture là, qu'on fait, en fait, c'est une agriculture que faisaient beaucoup les maraîchers autour de la ceinture parisienne au 19e. Et en fait, c'est des méthodes qui ont été perdues avec la mécanisation de l'agriculture. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'agriculteurs, de maraîchers, notamment côté outre-Atlantique, enfin Canada, États-Unis, qui commencent à remettre vraiment au goût du jour ces pratiques, avec un soupçon de mise à jour, avec un petit peu de mécanisation ou du moins les technologies d'aujourd'hui. Et en fait, ces gens-là, ils ont mis en place des masterclass, ils ont écrit pas mal de bouquins. Et en fait, il y a énormément de savoir, que ce soit en ligne, que ce soit, enfin, il y a vraiment plein de manières de se former. Et puis aussi, au niveau régional, il y a des réseaux de formation entre maraîchers. Tu as un truc qui s'appelle l'atelier paysan. Et puis tu as la chambre d'agriculture qui met en place pas mal de trucs aussi quand même. Mais c'est vrai que Basile, il avait jamais planté une carotte avant de lancer le projet. Et donc c'était aussi un défi. Et finalement, on se rend compte qu'au XXIe siècle, on peut se former en ligne. Et finalement, on a fait une saison plutôt correcte. Et donc c'est assez rigolo. Tout ce savoir en ligne montre que finalement, l'université ou les formations plutôt conventionnelles ne répondent pas encore à la demande de savoir agroécologique. Et en effet, il n'y a peut-être pas l'offre qui répond à la demande. Parce que dans toutes les personnes qui se mettent en transition et réorientation et qui vont vers le maraîchage agroécologique, en fait, il y en a quand même beaucoup. Et il n'y a peut-être pas assez de BPREA, donc de certification qui répondent à ces gens-là, quoi. Donc vous formez en pratiquant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du projet justement de la ferme du Recueil? Qu'est-ce que vous voulez exactement faire de ce lieu? Alors ce lieu, c'est un grand rêve. L'idée, c'est de créer un réseau d'agriculteurs qui auraient des activités diverses et permettant des synergies agronomiques et des synergies humaines. Donc concrètement, on a vraiment envie de passer dans un système d'agro-sylvopasture, donc du maraîchage, pourquoi pas un verger et puis du petit élevage. Donc ça, ce serait l'idéal, puis d'avoir une belle complémentarité. Là, on va accueillir par exemple de la spiruline. Donc ça, c'est un peu différent de toutes les formes d'agriculture, mais l'idée, c'est de créer un réseau autour de la transition écologique et alimentaire. Et l'idée, c'est que comme on est près de la ville, on peut aussi avoir toute une dimension sociale au travers de la vente directe, d'animation, d'événementiel pour les samedis, les samedis matins quand on fait le marché, mais aussi un impact social en travaillant avec des IME, avec des ESAT. La proximité avec la ville permet ce lien.
La vision qu'on a pour cette ferme, c'est de développer un modèle qui puisse bien fonctionner avec un réseau d'entrepreneurs autour de la transition agricole. Et en fait, ensuite, de se servir de ce modèle pour pouvoir le déployer, notamment en lien avec les collectivités territoriales qui ont du foncier agricole, qui veulent aller vers l'autonomie alimentaire, avec des grosses entreprises aussi. Et du coup, la ferme pourrait être en fait un support de formation pour les porteurs de projets et nous, on pourrait accompagner le déploiement de ce modèle. Et en fait, la fondation qui nous met à disposition ces terrains et qui nous accompagne financièrement dans le projet, c'est une fondation qui a été formée par Gérard Mullier, donc le fondateur d'Auchan. Et lui, par exemple, c'est une problématique qui l'intéresse beaucoup pour le renouvellement en fait des hypermarchés. Les Auchan, à l'origine, quand ils sont développés à travers la France, il y avait énormément d'hectares agricoles qui étaient achetés autour, en plus de la surface de l'hyper, en prévision d'autres développements. Et donc aujourd'hui, ils ont tous ces terrains à disposition et l'idée pourrait être que ce type de ferme agroécologique, de réseau de maraîchers et d'ailleurs d'autres métiers, pourrait se déployer aux abords des Auchan et ça pourrait participer au renouvellement du modèle. Donc nous, ça nous intéresse et puis plus largement, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec d'autres entreprises et d'autres collectivités au-delà de Auchan, mais voilà, c'est un peu l'enjeu. Ça, c'est en fait comment répondre à la problématique du foncier, de la rareté du foncier. Et donc pour ça, je pense qu'il faut présenter des projets aux propriétaires terriens et faire le lien avec des collectifs d'agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient de la ville, c'est compliqué d'avoir accès au terrain. Et c'est quoi l'importance aujourd'hui de développer justement des fermes urbaines? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un petit peu un exode urbain et que les gens vont retourner vers la campagne? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il faut aussi développer ces fermes urbaines pour nourrir les urbains qui vont rester quand même dans tous les cas très nombreux? En fait, l'enjeu des fermes urbaines, c'est pas de nourrir toute la population, notamment le maraîchage, il répond pas à tout l'enjeu alimentaire. Mais par contre, c'est un énorme enjeu de sensibilisation et d'éveil, je pense, dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est aussi le fait que les méthodes qui sont ici développées, elles peuvent être appliquées dans des cultures à grande échelle. Il y a quelques pratiques qu'on fait, qu'on teste, enfin les engrais verts, les semis sous couvert, les rotations, tout ça, c'est L'agroforesterie. Ouais. Tout ça, c'est des méthodes qui peuvent être mises en place à grande échelle. Donc je pense qu'il y a une double utilité qui est à la fois de sensibilisation, mais aussi d'espace test pour l'innovation agricole, quoi. Je pensais aussi, l'atelier le plus simple à faire avec les enfants, c'est quand même l'atelier semis. Ouais. Donc semis avec surtout des haricots, et ils repartent avec. Ouais. Et pourquoi pas un atelier avec les animaux, avec les poules, etc. Ça, je suis encore en train de voir vraiment le contenu, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Ok, cet après on va envoyer des mails et on cale une réunion dans 2 semaines. Du coup. Pour vos débouchés, comment vous allez vendre vos fruits et légumes? Au niveau des débouchés, du coup, on a tout de suite voulu mettre en place de la vente directe à la ferme. Donc on l'a fait en lançant des petits flyers, on commençait à communiquer un peu sur les réseaux. On a mis un panneau à l'entrée de la ferme, les gens sont beaucoup passés devant et ça a interloqué. Et donc ces marchés à la ferme, ça a vachement pris parce que les gens sont assez fans du concept de pouvoir voir directement les produits qu'ils achètent. On les récolte souvent devant eux. Et puis on aime aussi l'idée de favoriser la self-cueillette. Donc on l'a fait sur quelques produits, mais là par exemple on a planté des fraisiers, des choses comme ça, où les gens vont pouvoir un peu récolter eux-mêmes cette année, ça va être sympa. Et puis on a commencé du coup à proposer les produits d'autres producteurs. Donc ça a commencé avec du miel, de l'apiculteur qui s'est installé sur le terrain, et puis après des œufs, des jus, des fruits qu'on fait pas encore. Pas mal de choses comme ça qui au final intéressaient vachement les clients quand ils venaient sur la ferme, du coup ils pouvaient faire un marché un peu plus étoffé. Et du coup ça, on est en train de retaper un bâtiment là, et l'idée c'est d'aller un peu plus loin dans cette démarche de marché fermier sur le site à partir du printemps. Et puis sinon on travaille avec quelques enseignes pro, plutôt des magasins participatifs, collectifs, qui sont dans la zone urbaine autour et avec qui on travaille, quoi. Là il y a peut-être aussi Partisans du goût, qui est une filiale du groupe Auchan, avec qui on va travailler cette année. L'idée étant de voir comment on peut faire évoluer aussi des gros groupes comme ça dans leur manière de s'approvisionner. Et du coup, c'est toute une relation à mettre en place avec eux, quoi. Mais c'est un beau défi. Et ce que j'ai remarqué cette année, c'est qu'en proposant nos produits, en fait, il y a énormément de structures qui sont venues nous voir, qui cherchaient à vendre des produits locaux. Et j'ai trouvé ça vraiment étonnant, tout cet engouement de ces nouveaux moyens de distribution. On peut parler d'une épicerie solidaire où tu avais des sortes de groupements d'achat. Une personne qui est venue nous voir qui voulait créer une sorte de eBay de l'alimentaire. Mais aussi des drives zéro déchet,
des drives de produits locaux, etc. Mais il y a aussi des plateformes numériques comme Court-Circuit, Nos Voisins Producteurs, Fénicie. Enfin, voilà, pas mal d'initiatives comme ça qui proposent des paniers ou des produits en ligne et après ils vont les livrer en centre-ville. Et je trouve ça vraiment étonnant, quoi, toute cette diversité de distribution. Mais pour nous, en fait, ce qui reste le plus intéressant aujourd'hui, peut-être ça changera, hein, mais c'est de vendre en direct. En fait, c'est assez. Là, on parle de tous les distributeurs et de tous les acteurs en fait de cet écosystème du circuit court qui sont venus nous voir, mais plus globalement, en fait, ce qu'on veut partager aussi avec vous, c'est le fait que ça a été dingue tout l'engouement qu'il y a eu autour du lancement de cette ferme. En fait, on a lancé pendant le confinement et il y a énormément de gens qui s'intéressent à ces problématiques autour de nous. Et en fait, il y a beaucoup de bénévoles qui sont passés, énormément de gens qui veulent tisser des partenariats. Octave parlait tout à l'heure des IME, de l'ESAT. Un IME, c'est un institut Médico-éducatif. Ouais. Des personnes en en situation de handicap qui se forment en fait. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a un maillage territorial à développer qui est dingue et en fait, il faut vraiment favoriser ce genre d'initiative parce qu'en fait, on tisse à la fois avec le centre équestre d'à côté, avec les instituts justement pour personnes en situation de handicap, avec tous les riverains aussi. On a envie de mettre un jardin partagé en place. En fait, il y a vraiment une énergie en ce moment qui est palpable autour de tous ces enjeux et je pense qu'il est l'heure de donner aussi aux gens du grain à moudre et des idées, des projets, de l'imaginaire parce qu'en fait, tout le monde est prêt à passer à l'action, on le sent, quoi. Et c'est un peu ça, en ça aussi que c'est un laboratoire. Ici, la ferme du Recueil, ça permet aussi de concentrer toute cette énergie pour la transition. Grave, c'est limite un honneur du coup d'être dans ce rôle, d'être un peu propulsé dans ce rôle, parce que c'est hyper chouette. Là, encore hier, on avait par exemple un entretien avec des dirigeants de Leroy Merlin qui sont hyper intéressés par exemple pour essayer de s'engager un peu plus dans leur gamme de produits autour du potager naturel, de choses comme ça. Et on va voir pour tisser un partenariat avec eux par exemple, mais ouais, en fait on se rend compte qu'il y a une sacrée énergie, il suffit de proposer en fait, quoi, et de faire. Et ce qui est rigolo, c'est avec tous ces liens, ça recrée un imaginaire autour de l'agriculture, de l'alimentation, d'une société durable et basée sur l'éthique de la permaculture. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Avoir autant de personnes intéressées, ça donne beaucoup d'énergie. Après, à nous d'être bons et d'être concentrés dans le métier de maraîcher et réussir à produire de cette manière. Et économiquement être viable, sinon ça ne pourra pas être dupliqué, quoi. On a complètement innové dans les outils, là, ça fait très plaisir. Et c'est quoi là, ces adventices? Du Rumex. Si tu regardes un peu là, tu vois, les grosses racines qu'on enlève. En fait, si on se fait emmerder comme ça, c'est parce que c'est des bouts de racines qui sont restés de l'année dernière. Et en fait, tant que tu laisses un petit bout de racine, ça repart. Là, je l'ai pas mal enlevé, mais il y a encore un bout de racine. Et il y a moyen que je me fasse encore harceler, quoi. Ouais. Vous avez eu cet éveil et vous êtes passé à l'action, alors que vous veniez pas du tout de ce monde-là. Donc, comment il s'est fait le déclic chez vous? Parce que c'est vrai que c'est un enjeu qu'on a très contemporain. Nous, on a tous 25-26 ans, enfin tous les trois du moins. Avec Basile, on a fait la même école, c'était une école de commerce. Et parmi nos camarades de promotion, c'est vrai que c'est quand même une question assez prégnante, la question du sens qu'on donne à son travail. Et finalement, il y en a encore peu qui trouvent leur chemin. Donc comment vous avez trouvé le vôtre? Moi je dirais que ça a été un peu une prise de conscience qui s'est fait par étapes, mais je me souviens très bien de l'élément déclencheur. C'était à Shanghai quand j'étais en 3e année d'études. C'était avant d'intégrer l'EM Lyon. Mais à Shanghai, j'avais ramené dans mes valises un bouquin de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Et il y avait eu un peu un espèce de choc dans mon cerveau entre l'espèce d'hyperconsommation qui m'entourait dans cette ville ultra urbanisée et puis ce bouquin qui appelait au bon sens et justement à la sobriété. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser justement aux problématiques de comment reconnecter l'humain au vivant et comment mettre en place tout ce gros défi. Et là, j'ai découvert la permaculture. Je me suis pas mal intéressé à ça. Et puis ensuite, ça a été vraiment un peu un coup du destin, j'ai envie de dire. C'est quand j'étais au Sénégal, j'étais parti pour continuer en VIE en Côte d'Ivoire dans cette entreprise. Et puis en fait, la dernière semaine, j'ai appris qu'elle faisait faillite. Et j'ai appris ça le lundi de ma dernière semaine. Et le vendredi, mon pot de départ,
Octave m'a appelé en me disant que on discutait déjà depuis pas mal de temps de choses qu'on pourrait faire ensemble, et il m'a appelé en me disant qu'il y avait peut-être un coup à jouer justement sur le terrain de la ferme du Recueil. Et du coup le lendemain de mon arrivée de mon retour du Sénégal, on a commencé à bosser sur le projet. Mais c'est marrant comment parfois il y a un switch qui peut s'opérer dans la vie, et je pense que le tout c'est juste d'être à l'écoute d'opportunités, parce qu'en fait il y en a plein, et il faut juste se déterminer au bon moment, quoi. C'était quoi vos peurs et vos craintes au début et avant de vous lancer dans cette aventure ? Moi, je crois que ma plus grande peur, c'était de ne pas faire pourquoi je suis fait. Et en fait, pour moi, j'avais pas le choix, quoi. C'était ça ou rien. C'est vraiment ce que je voulais faire. Donc c'était vraiment de l'envie, quoi. Mais par contre, j'ai pas eu tout de suite l'idée de faire ça. Et au début, ce qui est dur, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut. Il y a toute une période de tâtonnement où il faut prendre le temps d'explorer, de voir les choses. Et là, on est dans une période de doute. Et du coup, c'est important je dirais, vraiment savoir qu'est-ce qui nous motive pour pouvoir vraiment durer dans le temps, quoi. Et toi, comment t'as trouvé finalement ce qui te motivait quand t'étais dans cette période de tâtonnement ? Je pense que c'est en me confrontant à la réalité, donc en visitant des fermes, en discutant avec des personnes qui avaient lancé des projets en agriculture. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens avec qui j'adorais m'entourer. Je trouve que le monde agricole, c'était les gens étaient toujours hyper intéressants, bienveillants. Donc je me sentais à l'aise dans cet univers-là. Et je pense que c'est les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont encouragé à continuer dans ce domaine. Ouais, moi je dirais que ça s'est fait un peu par étapes en fait, au moment de cette espèce de prise de conscience, et quand je découvre tout ce monde autour de l'agriculture et tout, j'étais un peu subjugué et prêt à faire en fait des immenses sacrifices, et en fait on se rend compte que dans les combats qu'on fait dans nos vies, il y a aussi énormément de compromis qui sont dus à moi au début je me disais je suis prêt à partir dans une campagne bien profonde pour faire ce projet. En fin de compte je me rends compte avec du recul que j'ai aussi besoin d'être à proximité de mes proches. Il y a des choses que je suis prêt à faire, d'autres pas, et en fait je pense que le tout c'est d'essayer d'avancer le plus possible, parce qu'on se rend vite compte des compromis qu'on va devoir faire, et en fait de la réalité des choses, quoi. Et là je suis assez heureux de mener ce projet dans lequel en fait je me retrouve bien, et finalement ça répond à pas mal de mes enjeux et de mes problématiques de vie, quoi. Comme vous n'êtes pas du tout issu du milieu agricole à la base, est-ce que vous avez ressenti à un moment le syndrome de l'imposteur ? C'est une bonne question. En effet, on est propulsé dans le rôle de maraîcher. Il y a énormément de gens qui s'intéressent au projet, qui veulent venir en stage. C'est généralement des gens qui sont en transition depuis plus longtemps, qui réfléchissent à ces problématiques depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'on a cette occasion, qu'on s'est offerte aussi, mais d'être dans l'action, là où d'autres sont déjà dans la réflexion depuis plus longtemps que nous. Donc oui, c'est vrai que parfois, surtout au début, vraiment quand on n'avait pas encore fait notre première saison sur la ferme, on était amené à être au devant de problématiques, à parler de sujets avec des gens, et on n'avait même pas encore expérimenté le truc. Mais bon, fake it until you make it, hein. Et là maintenant on commence à savoir un peu plus de quoi on parle, et c'est chouette. En fait, être néo-paysan, c'est être un entrepreneur finalement. Il y a de ça, clairement. Moi je me vois beaucoup plus comme un entrepreneur que comme un agriculteur, même si l'agriculteur est avant tout un entrepreneur. Mais ouais, clairement. Et pour l'instant, c'est quoi votre meilleur souvenir à la ferme du Recueil ? Il y en avait beaucoup. Non, je pense que moi je dirais il y a les euphories du début, où ça a été assez incroyable de voir un soulèvement de volontaires qui nous dépassait parfois, et il y avait une espèce d'énergie complètement vibrante sur la ferme, et puis voilà, envoyer beaucoup de boulot la journée, et puis le soir se faire un petit coucher de soleil avec une petite bière. Enfin c'est d'ailleurs un gros plaisir qui va revenir avec les beaux jours, mais ouais, je dirais que ça fait partie des beaux moments. Oui, une petite anecdote, c'est un bon moment, c'est peut-être notre dernier marché de la saison. Et en fait, on était malheureusement reconfinés. Et en fait, de manière complètement imprévue, il y a 100 personnes qui ont commencé à débarquer, puis 200 et 300. Et en fait, notre étal a été complètement dévalisé au bout d'une heure. Et les gens étaient trop contents de se voir. Enfin voilà. Ouais, et c'est vraiment là qu'on s'est dit qu'il y avait un truc à faire sur la dimension lieu de vie, quoi. Du coup, cette année, on va lancer les samedis fermiers, où l'idée c'est qu'il y a à la fois le marché pendant la journée, enfin pendant la matinée, et puis après on veut installer en fait un food truck
qui pourra cuisiner nos produits et différents ateliers pédagogiques sur la ferme. Parce que là il y a des ânes, il y a l'apiculture, il y aura la spiruline. Là on est dans cette forêt où en fait il y a plein de plantes potentiellement intéressantes à accueillir, plantes sauvages. Et du coup créer des ateliers comme ça sur la ferme, en fait ça c'est un truc qui nous ferait bien marrer de déjà insuffler cette dimension lieu de vie dès cette année, quoi. Et c'est prévu avec le projet de ferme pédagogique, non ? Ouais, exactement. Tu mets le doigt sur la dimension pédagogique aussi qu'on veut mettre en place cette année. On bosse sur des formats justement d'accueil de classe. Là, on aimerait bien rencontrer des instits la semaine prochaine pour co-construire un peu le projet avec eux. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est l'idée de pouvoir accueillir des groupes scolaires et de leur présenter un peu la ferme et de les sensibiliser, quoi. Il y a un petit enjeu autour de ça. Et alors, pour ceux qui aimeraient vous rejoindre ici dans votre collectif de maraîchers et d'agriculteurs sur la ferme du Recueil, pour quand ce sera possible ? Bah, c'est déjà possible. Comme l'a dit Octave tout à l'heure, il y a deux entrepreneurs qui ont notre âge, qui ont lancé une initiative en spiruline. Donc c'est des petites serres dans lesquelles ils mettent des bassins. Et c'est une algue, on va dire, qui est très protéinée, très nutritive, qui répond à plein d'enjeux. Eux, ils vont venir installer leur bassin à partir de mars. On a un apiculteur qui est sur la ferme. Et puis après, l'idée c'est de ne pas se brûler les ailes, pas faire trop vite. Mais si des gens ont des projets construits, qui sont déjà bien établis, avec une vraie vision, bah welcome. On peut en discuter et ce sera avec plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être un besoin pour un atelier de plantes aromatiques et pourquoi pas des poules pondeuses. Voilà. Mais à réfléchir. Hein. C'est un appel à candidature. Ouais, les petits fruits rouges aussi. Ah oui, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le projet de la ferme, c'est aussi de viser la graine à la fourchette. Et du coup, dans tout le projet de réhabilitation du corps de ferme, il y a cette idée d'installer un restaurant sur place et de faire vraiment de la ferme en fait un lieu de vie, quoi. Un lieu de vie autour de la transition agricole. Pour conclure cet entretien, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes étudiants qui se posent des questions sur le sens qu'ils veulent donner à leur travail et qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole et qui se sentent attirés par la terre, Ouais. quel serait le conseil que vous pouvez donner ? Déjà pas de panique, les choses se font dans le temps et puis surtout curiosité. Je pense qu'en fait les choses se font vraiment pas du jour au lendemain dans une vie, mais c'est plutôt que quand on se sent appelé à quelque chose, quand on sent une aspiration, je pense que le tout c'est d'être curieux et de dérouler la pelote en fait et de saisir un peu tout ce qui peut nous rapprocher de nos aspirations. Donc ne pas hésiter à, par exemple si c'est le métier d'agriculteur, aller visiter des fermes, rencontrer du monde, s'intéresser aux problématiques et en fin de compte plus on se frotte au milieu qui nous intéresse, plus les opportunités commencent à germer peu à peu et après le tout c'est de savoir les saisir et de passer à l'action. Mais en fait vraiment le mot d'ordre c'est se bouger pour stimuler sa curiosité et vraiment découvrir concrètement les choses qui nous intéressent, quoi. Et pas s'en arrêter aux vidéos YouTube et aux bouquins mais vraiment aller sur le terrain, quoi. Je leur proposerais d'aller voir leurs voisins agriculteurs tout simplement, essayer de leur donner un petit coup de main et commencer à mettre un pied dans une ferme parce que en fait c'est la découverte vraiment d'un monde et ce qui est chouette, en tout cas moi ce que j'aime bien dans ma vie maintenant c'est que je me sens vraiment vivant. Je suis tout le temps dehors mais je travaille avec le vivant et donc il y a une partie en moi qui est vivante, quoi. Ouais, mon conseil ce serait d'aller rendre visite à son voisin agriculteur, il sera hyper content de partager son savoir, je pense. Et oser, ouais. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode des Mains dans la Terre. Je remercie bien chaleureusement Basile et Octave de nous avoir partagé leur histoire et leurs projets. Ils nous livrent ici plusieurs clés pour revenir à une agriculture nourricière et durable. D'abord, en développant les fermes urbaines et périurbaines, proches des bassins de vie, pour reconnecter les mangeurs à leur alimentation. En effet, quel meilleur moyen pour sensibiliser que de faire récolter leurs fruits et légumes aux clients. Ensuite, en testant de nouvelles méthodes d'agriculture dans des fermes laboratoires comme la ferme du Recueil, pour ainsi trouver des modèles innovants combinant viabilité économique et pratiques agroécologiques durables. Enfin, en osant se lancer si on se sent attiré par la terre, si on sent que cela donnera du sens à notre travail. Le portrait de Basile et Octave est autant un portrait de néo-paysans passionnés que d'entrepreneurs qui ont suivi cet appel en eux et se sont jetés à l'eau pour se lancer. J'espère que ce 3e épisode t'a plu et pourra t'inspirer si toi aussi tu te reconnais dans ces questions de quête de sens. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi et à me laisser quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître les Mains dans la Terre.
C'est fini pour aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode où l'on aborde la question brûlante du renouvellement des agriculteurs et agricultrices dans les années à venir et les solutions proposées par les couveuses agricoles. Et d'ici là, si tu veux suivre mes aventures au jour le jour et en savoir plus sur la vie à la ferme, rejoins-moi sur ma page Instagram lesmaindansla terre.podcast. Alors, à très vite!